Bonsoir. C'est l'une des annonces majeures de sa déclaration de politique générale. La loi d'amnistie adoptée sous le régime du président Macky Sall juste avant la présidentielle sera abrogée. Quelles seront les conséquences de cette décision? Est-ce que le président Macky Sall se retrouvera devant la justice ou même le Premier ministre Ousmane Sonko sera-t-il également inquiété et ayant bénéficié de cette loi? Pour en parler, je reçois Abdou Fleur, analyste géopolitique. Bonsoir Abdou. Bonsoir Caroline. Kadjali Nouba, membre du bureau du PASTEF en France ici. Bonjour, Carlyle. Alors, je précise juste, je suis en fait cadre du MONCAP et je dirige en fait, le sous-commissariat justice. Mais c'est le bureau du PASTEF. Non, alors, c'est le bureau des cadres. C'est compliqué chez vous, hein. Il y a le bureau du PASTEF, il y a les cadres. Disons que c'est le mouvement des cadres. Bon, ok, voilà, d'accord. À chaque fois, on a toujours des précisions, comment pas les cadres, le bureau. Effectivement. Pour ne pas apporter de confusion. Donc, disons que moi, je dirige en fait avec mon frère, mon collègue Cheikh Sadibou Diouf, qui est au Sénégal. D'accord. Le sous-commissariat, on peut l'appeler commission justice. Donc, nous avons travaillé sur toute la partie programmatique qui a trait en fait à la justice et aux questions juridiques. Ok, on va essayer de retenir ça prochainement parce qu'on se perd à chaque fois. Docteur Ben Luther, bonsoir. Bonjour Carly, bonsoir. Heureux de vous retrouver. Vous allez apporter votre expertise juridique sur cette question d'abrogation. On en parlera tout à l'heure parce que là, l'actualité, ce sont les déclarations du président Macron. C'était hier devant la conférence des ambassadeurs. On l'écoute et je vous laisse réagir. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Alors la réponse ne s'est pas fait attendre. Hein. Du côté de Dakar, le Premier ministre, dans une déclaration sur ses réseaux sociaux, a déclaré qu'aucune discussion et négociation n'a eu lieu entre Paris et Dakar sur le retrait des forces françaises au Sénégal. D'abord, on va s'intéresser au discours du président Macron sur la forme. Abdou Fleur, vous qui êtes analyste un peu, hein, avec Cap Éloquence et tout, permettez-moi de le citer. Est-ce qu'il y a eu un mépris du chef d'État français à l'égard des Africains? Il n'a pas été diplomatique. Honnêtement, il faut le dire. C'est du Macron craché. Mais c'est un style qui peut véritablement déranger. Et d'ailleurs, ce qui a occasionné, je crois, la réponse aussi ferme du Premier ministre Ousmane Sonko et du gouvernement tchadien aussi, qui ont été extrêmement fermés. Surtout un événement où on ressemble des ambassadeurs. Je crois qu'il aurait été beaucoup plus opportun d'être beaucoup plus diplomatique dans l'approche. Dans ce qu'il a dit, il y a certaines choses qui sont vraies, mais il y a des choses qu'on peut mettre en cause également. Notamment sur la question de la souveraineté, hein, c'est un peu ce qui a froissé. Absolument, et bon, le Premier ministre l'a rappelé aussi, il faut convoquer l'histoire aussi, quand même, les sacrifices, c'est de part et d'autre. Nos tirailleurs se sont beaucoup sacrifiés aussi pour que la France puisse être libre, justement. Donc un style pas tout à fait diplomatique. Kadjali. Alors, moi je dirais sur le discours du président Macron, il y a deux choses qu'on peut dire. D'une part, c'est que le moment
où la France a pris ses décisions. Peut-être que ce n'est pas le moment opportun, parce qu'on voit que dans les pays... Parce qu'il y avait une volonté aussi de réduire les effectifs. Effectivement, de réduire les effectifs. Avec la mission Jean-Marie Bockel, que nous recevrons, excusez pour la pub, demain ici sur nos antennes. On recevra l'envoyé spécial du président Macron, qui est en charge de cette mission-là, qui donnera sa première prise de parole depuis l'annonce, en tout cas en cascade, du retrait des forces françaises. Donc je dirais qu'en fait, le premier point, c'est que le timing pour le retrait est un peu problématique, parce que je pense que la France a un peu subi les faits, parce que si on revient un petit peu en arrière et on écoute l'envoyé du président Macron en Afrique, le conseiller, on va dire, Afrique, il avait un petit peu préempté la solution. Ah non, ce n'est pas le conseiller Afrique, c'est l'envoyé personnel du président Macron en Afrique. Oui, l'envoyé... Ah d'accord, ok, bon. En tout cas, c'est M. Bockel, à l'époque. Effectivement, c'est l'envoyé personnel du président Macron. L'envoyé personnel du président Macron en Afrique, il avait un peu préempté la solution en disant qu'on allait passer à une réduction des effectifs. Et l'histoire nous a montré qu'effectivement, les pays... pour ne pas les citer, le Sénégal et le Tchad ont pris leurs responsabilités. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un peu plus tardivement. Donc la Côte d'Ivoire, je pense que c'est un cas particulier. Et le discours du président Macron, aussi, ça c'était le deuxième point, s'adresserait, moi je pense, beaucoup plus à la Côte d'Ivoire, à mon avis, que par rapport à ce qui dit que c'est la France qui a eu une discussion avec les pays africains pour finalement décider du retrait des forces françaises en Afrique. Mais il y avait des discussions avec les chefs d'État africains sur cette éventualité. C'était la mission de M. Bockel, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Oui, mais... Donc, d'une part, le président Macron n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il y avait un processus. Après, n'ont pas été. Je suis d'accord sur le fait que ça vienne un peu hors état, oui. Qu'il y ait cette prise de conscience maintenant, parce que le président Faye a relevé quelque chose de très, très, je pense, anachronique même, qu'on avait du mal à comprendre. Que pourrais-je faire? Une base militaire étrangère dans un pays souverain. Exact. Et donc, oui, cette mission-là voulue par le président Macron, elle est tardive, je suis d'accord avec vous. Donc ça, c'est il y avait une volonté quand même qu'il faut lui reconnaître. Oui. Donc je pense que ça, c'était le point de départ. Donc pour ne pas s'attarder sur le reste, ça c'est le point de départ. On a des États aujourd'hui dont le Sénégal, donc je connais un peu plus le Sénégal, qui a affirmé cette volonté à travers donc, notamment le président de la République. Et donc M. Bockel, avant même de partir en Afrique en disant qu'ils allaient réduire les effectifs, donc je pense qu'il y avait déjà une contradiction de fond, parce qu'on ne se comprenait pas sur le principe. On demandait juste à ce que l'armée française se retire. Donc maintenant, le délai n'est pas fixé, mais sur le principe de dire qu'une armée étrangère n'a pas vocation à rester dans un autre pays. Donc ça, c'est le principe. On est tous d'accord. Voilà, là, on est tous d'accord. Il n'y a pas de militaires sénégalais sur l'arc de Triomphe. Donc je ne pense pas que ça doit faire polémique. Donc là, ce qui est dommageable, c'est que la manière dont les choses se déroulent finalement, ça peut avoir des répercussions, même au-delà du plan de la coopération stratégique ou militaire qu'on peut avoir entre les deux pays, en tout cas entre le Sénégal et la France. Et la réponse du président du parti PASTEF et donc Premier ministre actuellement du Sénégal montre également l'état d'esprit de tous les pays africains. Rappelons qu'actuellement tous nos dirigeants, si on regarde le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ainsi que le Premier ministre, ces hommes forts du Sénégal aujourd'hui sont nés après les indépendances. Comme le président Macron. Dont le président Macron, mais je veux dire qu'en tout cas en Afrique, sont nés après les indépendances, ont fait leurs études quasiment au Sénégal, se sont faits au Sénégal. Donc ils sont ouverts sur le monde, mais ils ne sont pas attachés à cette histoire qu'on va dire qui liait jadis nos dirigeants et la France, parce que chacun de nos dirigeants avait une histoire particulière avec la France. Donc cette rupture sur ce plan-là, je pense que d'ailleurs la rupture avait un petit peu commencé avec Macky Sall. Donc là, on entérine juste cette rupture et on tourne la page pour une nouvelle coopération. C'est bizarre que vous rendez hommage au président Macky Sall. Non, c'est des faits, c'est la vérité, je veux dire. C'est qu'on n'est pas sur le plan... Ouais. Il y a des sujets sur lesquels on ne doit pas mêler la politique. Là, c'est un sujet, je pense, qui doit rassembler... D'unité nationale qui doit rassembler tous les Sénégalais. Dr Ben Luters, le président Macron dit on a oublié de nous dire merci. Est-ce que vous comprenez ce message-là qui a beaucoup tourné en boucle sur les réseaux Bon, après, d'abord, ce qu'il faut noter du discours du président Macron, c'est qu'on comprend tout simplement que la France est à bout de souffle en Afrique. Il y a véritablement une rupture. Et en Afrique, il y a une véritable volonté de ce qu'on peut appeler la conscience en fait, nationale qui permet d'affirmer de plus en plus la souveraineté des États africains. Et donc si le président Macron dit que
la France est allée en Afrique sur demande des États africains. Ça encore, il faut bien le vérifier. Dans certains cas. Voilà, dans certains cas. On a vu au Mali comment les gens applaudissaient aussi. Voilà, il faut bien le vérifier. Et je pense que même avant les indépendances, la France avait déjà des bases militaires un peu partout en Afrique. Et pour enchérir, même après l'indépendance, j'ai regardé, il y avait plus de 60 000 encore militaires voilà, français. exactement. C'est hallucinant quand même. Voilà, Oui. ils ont gardé les mêmes bases, en fait. Ils ont gardé les mêmes bases. Et donc dire que les États africains sont en quelque sorte ingrats vis-à-vis de la France, on peut le comprendre, mais je pense qu'il est temps que les États africains prennent en fait leur destinée en main et ils sont aujourd'hui mûrs pour le faire. Kazali, rapidement. Oui, et surtout, pour le cas du Mali, il faut rappeler aussi que la décision de l'ancien président Sarkozy en 2011 d'aller à Libye est un peu en fait le point de départ de la déstabilisation du Mali. Je pense que c'est un point sur lequel on est tous d'accord. On est tous d'accord. Donc, en quelque sorte, je pense que l'histoire aujourd'hui le juge avec ce qui se passe. Donc, pour finir sur ce point, pour dire que finalement, le fait d'envoyer l'armée française au Mali, c'était en quelque sorte aussi pour réparer les erreurs d'une décision qui a été entérinée par le président français de l'époque. Donc, demander merci, c'est un raccourci parce que aujourd'hui, je pense que c'est les pays africains qui sont dans le temps long. Parce que nous, quand on parle des relations entre la France et les pays africains, on est dans le temps long, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Alors que le président Macron, je pense que son discours, c'est le point de départ finalement, s'il demande aux pays africains de lui dire merci, c'est en disant que oui, on a envoyé les soldats au Mali pour régler le problème. Alors que le problème, là, c'est les conséquences en réalité, ils ne s'attaquent pas aux causes. Je pense qu'aujourd'hui, les pays africains s'attaquent beaucoup plus aux causes, alors que le président Macron, aujourd'hui, quand on analyse son discours, il est beaucoup plus sur les conséquences. Et cela résulte aussi de ce qui avait été fait en Libye. Donc, exactement, oui. En tout cas, sous M. Sarkozy, il faut surtout préciser, parce qu'il y a aussi les élites et il y a aussi le peuple. Bon, pour nous qui vivons ici, c'est bien de faire la distinction quand même avec cette erreur monumentale du président Sarkozy, qui est jusqu'aujourd'hui critiquée par toute la diplomatie, même par ses anciens homologues. Et avant de passer à l'autre sujet, j'aimerais partager cette touche d'humour. On dit entre Paul et Keïta, qui doit rester qui. Bon, c'est ce que j'ai vu sur les réseaux tout à l'heure avant l'émission. Donc voilà, pour montrer un peu l'esprit dans lequel nous sommes aujourd'hui et qui démontre une nouvelle ère qui s'ouvre dans les relations franco-africaines, en espère qu'ils sont plus équitables, avec des pays véritablement souverains, tels que le Sénégal, dont le Premier ministre a fait une déclaration de politique générale et a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue. On va l'écouter. Il sera proposé à votre auguste assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies, de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Merci Romain. Avant de donner la parole à Abdou et à Kazali sur ce sujet, j'aimerais qu'on fasse un peu de pédagogie. Docteur, c'est quoi une loi d'amnistie? Quelle est la différence entre loi d'amnistie et grâce présidentielle? Parce que ça serait très important dans les conséquences de cette décision-là. Ok, bon, la loi d'amnistie, c'est quoi? C'est une loi qui vient, en quelque sorte, effacer les crimes et les délits qui ont été commis, notamment, et aussi les condamnations qui ont peut-être suivi, en fait, la commission de ces infractions pénales. Et cette loi a deux particularités. La première, c'est que c'est une loi qui bénéficie de ce qu'on appelle en droit d'une rétroactivité inimicue. C'est parce que c'est une loi pénale plus douce qui s'applique rétroactivement. Donc on oublie ce qui s'est passé avant? Non. On n'oublie pas ce qui s'est passé avant, mais qui s'applique à des crimes qui ont été et qui sont antérieurs en fait à sa promulgation. D'accord. Voilà. Okay. Mais elle ne vise pas, c'est pas une loi qui vise à condamner ou à punir, c'est une loi pénale plus douce. La deuxième particularité, c'est qu'elle laisse une fenêtre aux victimes de pouvoir intenter une action civile pour obtenir réparation. Les victimes ne pourront pas obtenir condamnation,
sur le plan pénal, mais uniquement réparation sur le plan civil. Et la grâce présidentielle, ça c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui est constitutionnellement reconnu, c'est-à-dire il y a grâce lorsqu'il y a eu condamnation et le président, puisque c'est son pouvoir discrétionnaire, peut décider de gracier le condamné. Voilà, c'est son pouvoir discrétionnaire, ça n'a rien à voir avec l'amnistie. Merci, docteur. Donc là, c'est bien cadré, on sait de quoi on parle. Abdou, est-ce que c'était la priorité aujourd'hui d'abroger une loi d'amnistie dont a bénéficié le Premier ministre Ousmane Sonko lui-même? Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, c'est la priorité du Sénégal, des Sénégalais. Pourquoi? Le Sénégal fait face à beaucoup de défis. Cette loi, d'ailleurs, même on ne sait pas, ce sera une abrogation totale, partielle. Et dernièrement, lors de sa déclaration, le Premier ministre a parlé de rapporter. Finalement, on ne sait même pas quelle serait la nature de cette mise en cause de cette loi d'amnistie. Même si elle est connue aujourd'hui, je crois que la priorité de ce régime, c'est d'instaurer un climat social, c'est d'instaurer une certaine sérénité dans l'espace politique, social. Aujourd'hui, le Sénégal est un peu tendu, honnêtement et franchement. Si on devait faire rétroagir la loi, d'abord, de mes quelques années de droit à la fac, je sais qu'il y a le sacro-saint principe de l'intangibilité de la loi. Quand la loi produit ses effets, on ne peut pas y revenir. Deuxièmement, principe de non-rétroactivité de la loi pénale, sauf loi pénale plus douce. Je parle sous le contrôle du juriste et même de l'autre juriste fiscaliste. Aujourd'hui, quelles seraient les conséquences? Est-ce que ce régime, le Premier ministre, le Président, qui sont sortis de prison grâce à cette loi d'amnistie, quel serait leur sort, le sort qui leur serait réservé? On en parlera tout à l'heure. Quel serait le sort de ces centaines, voire milliers de détenus qui ont été libérés, tout en sachant que, quoi qu'on puisse dire, il y a beaucoup d'enquêtes. La justice a beaucoup de dossiers. Est-ce que c'est dans l'intérêt du Sénégal vraiment de créer un embouteillage juridique avec des conséquences incalculables, premièrement? Deuxième chose, je crois qu'on part déjà avec une certaine rupture d'égalité, parce que certains parlent de justice des vainqueurs et il faut à tout prix éviter ceci. Honnêtement et franchement, on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, il dit le contraire, hein, il dit qu'il est dans aucun état d'esprit de revanche. Quelle serait la plus-value, la portée? Quelle serait l'importance de revenir sur cette loi? Moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette loi, je le précise. Je précise que, pour moi, il faut lutter contre l'impunité, quelle que soit sa nature. Mais je ne peux pas même m'empêcher d'évoquer deux grandes juridictions, la plus avancée en la matière, la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous dit quoi? Que l'amnistie doit se justifier si, par exemple, cela s'inscrit authentiquement dans un processus de réconciliation nationale. En l'espèce, est-ce que c'est le cas? En partie, on peut affirmer oui, parce que ça a permis quand même au président Diomaye Faye d'être aujourd'hui président. Ça a permis à des personnes comme Khalifa Sall d'être candidat, alors qu'il a été radié des listes. Et même Karim, on a tenté de le réinscrire. Une autre juridiction, la juridiction africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est peut-être moins avancée en la matière, du fait qu'il y a une certaine disparité. Il n'y a pas d'uniformité, je veux dire, de la législation africaine, mais qui nous dit qu'il faut à tout prix essayer de réconcilier ces deux principes. Le principe de vouloir rendre justice aux victimes et le principe de vouloir tourner définitivement la page. Et c'est à ce défi que ce régime est confronté. Moi, je crois que la priorité du Sénégal aujourd'hui, même si une mort de trop, une seule mort est une mort de trop, on parle de plus de 80 morts. On ne peut pas l'oublier. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils ont la latitude de réparer ça par
le civil. Déjà, une enveloppe serait dégagée, avec beaucoup de controverses d'ailleurs. Ouais. Même certains commenceraient à être indemnisés. Donc aujourd'hui, c'est là où il faut mettre l'accent, je crois. Il faut indemniser les victimes et essayer de tourner la page, ne pas revenir sur la loi qui créera davantage de problèmes que de solutions. Rapidement, Kazali, on est prêt pour parler de temps. Alors, c'est dommage parce que je pense que c'est un sujet je vous laisse 5 minutes quand même pour répondre et après le donnera les réponses. Il a dit beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord du tout. Déjà, pour rappeler, on dit que cette loi-là, c'est une loi de réconciliation, mais une loi, il faut aussi l'analyser dans son contexte. C'est-à-dire qu'au moment où le président Macky Sall a fait passer cette loi, il a dit devant... C'était dans le cadre d'ailleurs du dialogue national qu'il avait appelé pour reporter les élections. Et à un moment donné, quelqu'un s'est cru bon d'aborder la question de la loi d'amnistie. Et il l'a recadré immédiatement en disant en substance que cette loi, c'est sa loi en fait. Il n'a pas demandé à quiconque de venir discuter de cette loi. Il veut cette loi et il va la faire passer. Comme à l'époque, on avait une majorité automatique, on va dire. Ils ont voté cette loi sans pour autant la discuter. Et nous, à l'époque, on était dans l'opposition, le PASTEF. On avait bien précisé qu'on était contre cette loi. Nous l'avons inscrit lors de la campagne électorale, que les Sénégalais, que si nous venions au pouvoir, nous allions revenir sur cette loi. J'ai dit revenir sur cette loi, parce que je n'ai pas voulu utiliser le terme abroger ou rapporter, parce que je y reviendrai très vite, très rapidement, mais revenir sur cette loi. Et les Sénégalais ont confirmé à 2 reprises, en mars, en élisant le président Diomaye Faye, et lors des élections législatives, où on avait bien affiché à tous les Sénégalais que nous allons revenir sur cette loi. Donc on a une majorité. Donc je pense que le peuple sénégalais s'est prononcé aujourd'hui. Donc en tout cas, la majorité des Sénégalais se sont prononcés pour dire que parmi l'un des éléments sur la base duquel on avait fait campagne, c'était de revenir sur cette loi. Maintenant, comment y revenir, cette loi ? Le Premier ministre a parlé de rapporter. Bon, le terme rapporter, lors des questions en fait, où il répondait aux députés, il avait corrigé le terme rapporter parce que le terme rapporter n'est pas approprié puisqu'on parle de rapporter lorsqu'on parle d'un acte administratif en réalité, les décrets ou les règlements. Donc on va revenir sur cela. Donc ce qui est important à retenir ici, pour aller vite, c'est de dire que le Parlement, c'est une loi ordinaire déjà, la loi d'amnistie, ce n'est pas une loi parce que dans la catégorie des lois, on peut les classer une loi constitutionnelle, loi organique, mais là c'est une loi ordinaire. Donc par le parallélisme des formes, l'Assemblée nationale qui a voté cette loi peut revenir là-dessus. Maintenant, les conséquences, dans cette loi déjà, il y a une des conséquences qui a été résolue, c'est-à-dire sur les indemnisations, parce que la loi d'amnistie aujourd'hui, telle que votée, ne fait pas obstacle à ce qu'on indemnise d'ailleurs les victimes, donc d'où l'enveloppe de 5 milliards qui a été dégagée. Mais ce qui ça empêche, c'est-à-dire qu'on a clos les enquêtes. Les enquêtes qui ont été démarrées, on les a arrêtées, parce que c'est ça en fait l'effet de la loi par rapport aux effets recherchés. Donc on ne recherche plus la vérité. Et on ne peut pas parler de réconciliation, je pense. Je ne sais pas comment on peut aller expliquer aux familles des victimes qui ont voté, qui se sont battues, que oui, puisque on ne veut pas revenir sur cette loi, maintenant, on ne saurait jamais la vérité. Parce qu'il n'est pas exclu dans les discussions, hein, parce que le président et le Premier ministre l'ont bien rappelé qu'ils vont initier cette loi. Le débat au niveau du Parlement, ce sera un débat très riche. Imaginons, je dirais une chose, c'est-à-dire qu'on revient sur cette loi, on identifie, on situe les responsabilités. Pourquoi pas une autre loi d'amnistie pour dire qu'une fois qu'on a identifié les responsabilités, il y aura une séance de pardon national, ça peut se faire. Ça, c'est dans les discussions où on dit que, voilà, on sait qui a tiré sur qui. Mais ce que je trouve paradoxal parfois dans le débat, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve à vouloir comprendre les événements qui se sont passés en 1944, au Thiaroye, où on veut connaître la vérité, alors qu'on a des faits qui remontent, qui sont très récents. En 2024. En 2021, je termine s'il vous plaît. En 2021, de 2021 à 2023, on voit... Ça, c'est jamais produit dans l'histoire politique du Sénégal. C'est-à-dire qu'on voit des civils qui sont armés et tirés à bout portant sur d'autres civils qui sont désarmés, peut-être avec des pierres. Donc moi, je ne trouve pas... Je pense que la question là, c'est une question qui va diviser, certainement, parce qu'on n'est pas d'accord sur le plan politique, mais je pense que c'est une étape nécessaire où il faut passer. Et pour parler, par exemple... Il me reste pas beaucoup de temps, il faut... Oui, je conclue sur ça, oui, mais pour parler, par exemple, parce qu'on parle des effets, c'est-à-dire que le président Diomaye même n'a pas été jugé à l'époque. Il a juste été mis en prison, déjà.
Donc ça veut dire que même le président Diomaye, s'il n'était pas sorti, rien ne l'aurait empêché il était déjà candidat. Je vous confirme, c'est voilà. Et Ousmane Sonko, Khalifa Sall était déjà candidat, donc ce n'est pas la loi d'amnistie qui lui a permis de revenir là-dessus. Karim Wade, ce n'était pas non plus le cas. Donc c'était Ousmane Sonko uniquement. Hein. C'est Ousmane Sonko. Et Ousmane Sonko, le Premier ministre Ousmane Sonko a bien affirmé que lui, il est prêt à aller devant la justice pour que les responsabilités soient situées. Donc, en dehors du fait que ça soit une promesse électorale, honnêtement et franchement, quelle est la plus-value par rapport au peuple sénégalais aujourd'hui? La plus-value, c'est qu'il y a des familles qui veulent connaître la vérité, qui a tué leur enfant, qui sont les commanditaires surtout, qui sont les commanditaires. Et donc là, la question, c'est de dire qu'à un moment donné, dans un pays, on ne peut pas voir des vidéos où des civils, vous pensez que avec des armes létales, tirer sur d'autres concitoyens. Aujourd'hui, est-ce que ce serait on oublie ça d'inscrire votre quinquennat sur l'amnistie? Parce que avec toutes les conséquences, les implications juridiques, on passera 5 ans à parler que de procès, procédures, aller au tribunal. Il y a des procès qui ont duré 10 ans. Honnêtement et franchement, je pense que c'est un argument qui est très léger. Il nous reste 4 minutes. Vous avez toutes les cartes en main aujourd'hui pour réparer, pour vraiment faire l'avenir. On va laisser Ben Luther. Ça, c'est un des moyens pour faire l'avenir, je dirais. Kadiali. On ne sera pas d'accord là-dessus, je le concède, mais je veux dire que respectons les Sénégalais. Les Sénégalais ont voté. Donc si les Sénégalais ne voulaient pas de cette loi, on le saura. On l'aurait su, et on le saurons. Point du projet, ce n'était pas le seul quand même projet. Non, mais je veux dire que ce n'est pas le point du projet, c'est un des points du projet. Il y a d'autres projets, d'autres points du projet. Ça ne nous empêchera pas en fait. Merci Kadiali. On va laisser le docteur, nous rapidement, là, vous avez pris ce temps de parole. Oui. Docteur, soyez synthétique en 3 minutes. Est-ce que le Premier ministre Ousmane Sonko peut être inquiété par l'abrogation de cette loi d'amnistie? Et est-ce que ça ouvre la voie aussi à un éventuel procès de l'ancien président Macky Sall? Il vous reste 3 minutes. Oui, Carlyle, permettez d'abord que je rappelle que toute loi d'amnistie a toujours suscité des polémiques, toujours fait... on le voit ici sur le plateau. Voilà, fait polémique, parce qu'en fait, en réalité, la logique de la loi d'amnistie, c'est quoi? C'est de sacrifier le droit des victimes à obtenir justice sur l'autel de la réconciliation, de l'apaisement politique ou social. Voilà. Maintenant, une fois que cette loi, si jamais elle est abrogée, si elle est abrogée, ça veut dire qu'on va rétablir les poursuites pénales. On va rétablir les poursuites pénales et surtout, il y a des conséquences au plan juridique, notamment lorsqu'on regarde le principe même de non-rétroactivité de la loi pénale, qui est un principe constitutionnellement reconnu au Sénégal, article 9 de la Constitution sénégalaise. Nul ne peut être jugé qu'en vertu d'une loi nouvelle, tout simplement. Et donc, il y a des conséquences. Ça veut dire que... Mais là, je ne suis pas très d'accord, parce que ce n'est pas une loi nouvelle, parce que les faits dont on parle ici ont été incriminés déjà. C'est-à-dire que dans le code pénal et dans le code de procédure pénale, les faits dont on parle sont incriminés. On connaît les procédures et la peine qui est prévue. Donc là, en fait, la loi d'amnistie est venue juste empêcher l'action publique, c'est-à-dire que neutraliser l'action publique, mais ne rétablit pas une peine ou quoi que ce soit. Ce que vous oubliez, c'est que la loi d'amnistie crée des droits aux bénéficiaires. Oui. Il y a déjà des droits acquis. Il y a des droits acquis et ça pose un problème au niveau de la sécurité. Principe d'intangibilité des droits. C'est un principe qui est constitutionnel. Absolument. Oui, alors, constitutionnel. Là, le débat est ouvert. Entre l'application du code pénal ou l'application désolé de vous couper, mais bon, je vous laisse. Et donc, oui, si jamais il y a abrogation de cette loi, le Premier ministre actuel, qui était poursuivi pour, je crois, appel à l'insurrection, atteinte à la sécurité de l'État ou encore... Et il a été jugé, n'oublions pas, parce que d'ailleurs, même l'abrogation de la loi pénale ne veut pas dire que le Premier ministre sera jugé encore, parce qu'il a été déjà... c'est le débat des juristes sénégalais qui rappelle en fait ces accusations qui pèsent sur lui. En appliquant ce qu'il dit, effectivement, ça veut dire qu'il a été déjà jugé. Il a été jugé et d'ailleurs condamné pour contumace, pas contumace. Aller purger sa peine. Il a été condamné, donc il pourra aller nouveau purger sa peine. Et aussi. Quid du président Macky Sall maintenant? Il faut conclure, les gars. Alors pour le président Macky Sall, l'article 101 de la Constitution sénégalaise. Enfin, s'il est coupable. Consacre le principe de l'irresponsabilité pénale du chef de l'État pendant l'exercice de son mandat. Et pour les actes qu'il aura commis durant son mandat, sauf cas de haute
Trahison. Mais la haute trahison n'est pas définie en droit sénégalais. On peut imaginer que la haute trahison, c'est quoi? Lorsque le président viole son serment. C'est-à-dire, il prête serment de respecter scrupuleusement. Enfin là, il est accusé d'avoir tiré sur des Sénégalais, donc... Voilà, exactement. Non, non, je ne veux pas les propos. mais je veux dire... Je ne suis pas procureur ici. À quel moment ce crime est caractérisé? C'est lorsque le président viole de manière flagrante, en fait, les droits des Sénégalais. Le report de l'élection, par exemple? Voilà. Le report de l'élection. Tentative de report. Non, mais il a pris la décision. Tentative, c'est différent. Non. Et moi, ma fierté aujourd'hui... La date de l'élection a été reportée. Ma fierté aujourd'hui, ça c'est la d'abord, honnêtement, et il y a eu des institutions morts debout sur ce point. D'avoir un conseil constitutionnel qui est capable de retoquer un président une fois, deux fois, trois fois. Et pour conclure sur ce point, malheureusement, il n'y a pas assez de points. Vraiment, l'apaisement, réconciliation, dialogue. C'est la priorité absolue. Ils ont déjà... Oui, la solution juridique. Qui se passe actuellement. En 30 secondes, parce que je dois la solution juridique, et on l'a vu d'ailleurs dans certains pays, on peut mettre en place une espèce de justice transitionnelle qui est fondée sur l'aveu et le pardon. Il y a eu le cas en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, avec les commissions vérité et réconciliation, ou encore au Rwanda, après le génocide avec les Gacaca, qui est une espèce de justice transitionnelle basée sur l'aveu, le pardon. Les auteurs des crimes demandent... Justifier les responsabilités. Voilà, demandent pardon et les victimes... il faut les identifier, ces auteurs des crimes. Et donc c'est l'objectif. L'abrogation de la d'amnistie permettre la poursuite des... Aujourd'hui, si on permet la poursuite... Là où c'est dangereux... Messieurs, je vous dis merci. Merci à tous les trois pour suivre le débat chez vous à la maison. Pour aussi nous poser vos questions à nos experts. En tout cas, merci, Dr Ben Nutter. Vous allez répondre à tout cet embouteillage juridique là qui se présente à nous avec l'abrogation de cette loi d'amnistie. Merci à Romain Clicquot de MEC à la réalisation. Merci pour ta patience, cher Robert. Portez-vous bien, Daradef, et à demain.